Chers amis défenseurs des droits humains de Turquie et du monde entier, je suis fière de nous retrouver tous réunis ici et heureuse de vous souhaiter la bienvenue au 38e congrès de la FIDH, en particulier à vous qui avez voyagé de très loin, de pays en guerre, de pays fermés, pour rejoindre le congrès de votre fédération, à l'invitation de nos collègues turcs, l'IAD et la Fondation turque des droits humains. Nous sommes aujourd'hui très nombreux ici, originaires de plus de 120 pays, représentant 156 associations nationales et régionales de défense des droits humains. Une centaine de nos collègues turcs nous en rejoint et une équipe de 40 interprètes venus de nombreux pays se mobilise bénévolement pour nous permettre de nous entendre en 7 langues, dont le kurde. Une douzaine de partenaires financiers ont accepté de nous suivre une nouvelle fois ou de nous rejoindre en soutenant l'organisation de notre congrès. Certains sont avec nous ici, d'autres ont été empêchés, à l'instar de notre ami le président Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale francophone, et à tous, j'exprime notre profonde reconnaissance. Notre réunion constitue un événement sans précédent à Istanbul. C'est un moment d'échange extraordinaire qui nous attend au regard des expériences réunies dans cette salle, de la grande diversité de nos combats de terrain et sur la scène internationale, mais surtout de notre dénominateur commun, le combat pacifique, quotidien, courageux et obstiné pour la réalisation concrète des normes universelles des droits humains. Mais aujourd'hui encore, hélas, défendre les droits humains universels, que l'on soit défenseur ou défenseure, femmes, journalistes, avocats, syndicalistes, homosexuels, indigènes, paysans, migrants, c'est prendre des risques parfois vitaux, dans près de 100 pays. La FIDH est frappée au cœur et j'ai le regret de ne pouvoir vous annoncer aujourd'hui la libération des membres de notre bureau international, Ales Bialiatski, arbitrairement détenu à Minsk, ni Nabil Rjab, arbitrairement détenu à Manama. Comme reste détenus aussi 14 autres militants et militantes de la FIDH en Syrie, en Iran, en Thaïlande, en Ouzbékistan et ici même en Turquie, où après la libération récente de 8 militants de l'IHD dont nous sommes félicités, nous restons très préoccupés parce que nous considérons être des violations systématiques et récurrentes de la liberté d'expression. Parmi les nombreux cas d'avocats ou de journalistes dont nous avons saisi le gouvernement et dont nous espérons la libération prochaine, nous avons attiré votre attention, tout particulièrement, Monsieur le Vice-Premier ministre, sur le cas du vice-président de la section de Diyarbakir de l'IHD, Muharrem Erbe, dont l'épouse et les enfants se trouvent dans cette salle. Monsieur le Vice-Premier ministre, son cas vous est bien connu. Nous en avons encore parlé récemment. Vous connaissez notre espoir de voir Muharrem Erbe libéré sans délai. C'est la demande pressante que je réitère en cet instant au gouvernement de votre pays. Qu'il entende notre message. C'est à tous les défenseurs et les défenseurs des droits humains détenus arbitrairement
que nous avons décidé de dédier notre 38e congrès. Nos collègues qui, au Cambodge, au Congo, en Colombie, au Honduras, au Pakistan, sont morts ces derniers mois, lâchement assassinés, ne peuvent malheureusement plus nous entendre. Mais ceux qui sont arbitrairement détenus du fond de leurs cellules, eux le peuvent. Votre activité non violente est légitime. C'est l'honneur de vos pays que vous incarnez. Depuis Istanbul, nous vous disons, nous sommes avec vous, demain, vous serez avec nous. Chers amis, par notre diversité, notre pluralité, nos singularités, nous tous, réunis dans cette salle, incarnons l'universalité des droits humains. Nous démontrons combien cette aspiration à la liberté, à la justice, à la dignité, à l'égalité est vivante et concrète. Par le seul fait de notre présence ici, nous récusons la critique. Non, l'universalité, ce n'est pas l'unicité, ce n'est pas la domination, ce n'est pas l'harmonisation. Et non, l'universalité, ce n'est pas non plus la simple addition des particularismes. L'universalité des droits humains, dans les faits, c'est le pluralisme. L'universalité y plonge ses racines, elle en permet l'épanouissement. Nous le constatons partout à travers le monde. Les périodes de transition politique posent des défis singuliers à l'effectivité des droits universels. Partout, l'instrumentalisation politique de la différence devant l'ABC de la captation et de la conservation du pouvoir. C'est aussi de cela qu'il s'agit ici. Transition post-conflit, transition vers la démocratie, transition post-révolutionnaire, les mots caractérisent mal ces situations, en laissant croire que la route du pire vers le meilleur est linéaire et balisée. La réalité est bien différente. Elle est faite d'incertitudes, d'aléas, de risques, de retour en arrière surtout. Les droits humains universels représentent un objectif de la transition autant qu'un indicateur de cet état de transition. À l'occasion de notre forum, nous mettons l'accent sur la nécessaire réussite des réformes institutionnelles, réforme de la justice, de la police, réorganisation de l'État au service des citoyennes et des citoyens, exigence d'un État garant de l'intérêt général et non gardien des intérêts particuliers d'un clan ou d'un parti, fût-il majoritaire à l'issue d'élections libres. Renforcer l'indépendance de la justice pour préserver l'avenir, sanctionner et réparer les crimes du passé pour pouvoir tourner la page, réprimer et prévenir enfin la perpétration des crimes internationaux. Comment ne pas évoquer ici les crimes abominables et impunis perpétrés en Syrie? Nos expériences croisées nous permettront d'approfondir l'analyse des obstacles à la réalisation de ces objectifs qui sont les clés de la réussite des transitions. Nous poursuivrons avec nos collègues turcs et arméniens la réflexion commune exemplaire de notre dernier congrès à Erevan en 2010 qui a abouti à une motion adoptée par les ligues du monde entier. Nous aborderons également les causes économiques et sociales des crises et parmi elles le défi de la responsabilité des acteurs économiques, États, entreprises, multinationales, investisseurs. Les dernières années de crise ont amplement démontré
le profond mépris de ces acteurs pour les peuples et leurs droits, ou, dans le meilleur des cas, leur incapacité à assumer effectivement leur rôle. Pour les États, de protéger les droits humains, pour les multinationales et les investisseurs, de les respecter. Encore faut-il que durant les phases de transition, on puisse garantir les libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de conscience et de religion, les droits des femmes, dont le rôle majeur est largement sous-estimé, sinon marginalisé, les droits des minorités, trop souvent sacrifiés à l'hégémonie de la majorité. Le débat entre les partisans de la liberté d'expression et ceux de la liberté de religion ne saurait être réduit, comme c'est trop souvent le cas, à une opposition entre religieux et séculiers. Cette réduction, souvent perverse, est source de conflits. Elle fait l'impasse sur les efforts de dialogue et de tolérance entrepris, en particulier par les acteurs de la société civile, au nom des normes universelles des droits humains. L'approche par les droits est source d'inclusion. Elle permet de réconcilier respect de liberté de pensée, de conscience et de religion et respect de la liberté d'expression. N'oublions pas nos expériences les plus récentes. La violation de la liberté d'expression appelle l'autoritarisme et ouvre le chemin du pire. La conquête de la liberté d'expression a fait tomber des dictateurs et permis le respect des libertés dans des sociétés pluralistes. La tentation hégémonique des vainqueurs, qu'ils tiennent leur victoire de la supériorité des armes ou des élections, appelle plus que jamais, en période de transition, l'émergence d'une société civile forte et vibrante, susceptible de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir indépendant. C'est un énorme défi pour nous lorsque la dictature tombant, des décennies d'acculturation, d'accaparement des biens des services publics et la destruction systématique du tissu associatif indépendant dévoilent les énormes besoins de formation, d'échange, de renforcement des capacités. Des besoins si difficiles à satisfaire lorsque l'urgence du quotidien, la crainte de retour en arrière mobilisent toutes les énergies. Pouvoir agir dans un environnement juridique sécurisant, forger les alliances nécessaires à la durabilité, consolider les ponts entre les anciens et les plus jeunes, apprivoiser les nouvelles technologies dans l'intérêt général, nous débattrons aussi de tous ces enjeux majeurs. Chers amis, vous comprenez les raisons de la tenue de notre congrès en Turquie, où ces problématiques se posent avec acuité. La FIDH et ses ligues turques ont saisi les plus hautes autorités de 8 défis nous paraissant essentiels pour la transition démocratique en Turquie. Garantir la liberté d'expression, assurer une lutte contre la violence politique respectueuse des droits humains, libérer les personnes détenues arbitrairement et assurer aux victimes des violations des droits à la justice, à la vérité et à la réparation, ainsi que des garanties de non-répétition. Dans le contexte exceptionnel de la mise en œuvre du cessez-le-feu avec le PKK, l'adhésion de la Turquie au statut de Rome représenterait un geste à la hauteur de cet enjeu, la consolidation de la paix et la préservation de l'avenir. L'expérience turque alimentera, je l'espère, notre réflexion concernant la nécessité du dialogue et de l'équilibre à trouver au sein de la société pour le respect des droits de chacun
malgré des conceptions différentes. Liberté, justice, dignité, égalité. Le slogan de notre congrès résume les 4 exigences indivisibles d'une transition réussie. Il résume notre engagement à y contribuer ensemble résolument. Chers amis, au nom de la FIDH, de l'IAD et de la Fondation turque des droits humains, je déclare ouvert le 38e congrès mondial de la FIDH. Je vous remercie.